Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis Camille, entrepreneur, coach certifié et maman. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les femmes qui veulent se sentir sereines, en harmonie et en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur famille une priorité. Mon message à travers ce podcast, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, avec fun et légèreté, et même en prenant du plaisir dans cette grande aventure. Je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset, c'est notre état d'esprit. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils, simples et concrets, adaptés à votre vie de femme active, pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Mon rôle, c'est de vous aider à développer un état d'esprit de croissance. Comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez sortir du mode pilote automatique et vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Bienvenue dans le 5e épisode de Boostez-vous, 5 étapes pour apprendre à se faire confiance. Cet épisode fait partie du Summer Bootcamp spécial confiance en soi. Si vous voulez profiter de l'été pour un boost de confiance en vous et aborder une rentrée pleine de confiance et d'élan, n'hésitez pas à rejoindre le Summer Bootcamp. Toutes les infos sur mon site internet wonderfulmaman.com/summer-boot, B-O-O-T-camp, C-A-M-P. Je vous donnerai aussi à la fin de cet épisode tous les détails et toutes les infos, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir participer au Summer Bootcamp. Que vous écoutiez cet épisode au moment de sa sortie, donc au moment de sa sortie, on est le 12 juillet, ou que vous l'écoutiez plus tard, parce que vous aurez aussi la possibilité de participer, même bien après la date de sortie du Summer Bootcamp. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 étapes pour apprendre à se faire confiance. On a commencé cette série d'épisodes sur la confiance en soi par détailler la différence entre confiance de soi, estime de soi et amour de soi. On a aussi vu des fausses croyances sur la confiance en soi, c'était l'épisode 3 du podcast. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire pour vraiment bien comprendre en fait de quoi on est en train de parler. Dans l'épisode de la dernière fois, on a parlé des 3 piliers de la confiance en soi, qui sont la confiance dans nos compétences, la confiance dans les autres et la confiance en la vie. Ces 3 piliers, c'est en quelque sorte les 3 ingrédients de la confiance en soi. Ici aussi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode, je vous invite à le faire pour vraiment pouvoir comprendre en fait, parce que c'est quand on comprend ce qu'est la confiance en soi, pourquoi c'est important, qu'on va pouvoir voir comment on peut la développer, comment on peut faire pour avoir plus confiance en soi. Donc la dernière fois, je vous ai partagé les ingrédients de la confiance en soi, et aujourd'hui, je vais vous donner entre guillemets la recette de la confiance en soi, donc c'est-à-dire comment on va utiliser, intégrer, mélanger les ingrédients vus dans l'épisode précédent pour développer notre confiance en nous. Cette recette comprend 5 étapes et on commence tout de suite avec la première étape. Donc la première étape, c'est tenir ses engagements. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, la confiance en soi est liée au passage à l'action, à notre capacité à nous mettre en mouvement et à aller au-devant de l'inconnu, de l'aléa et de l'incertitude. Le premier point qui est important pour apprendre à se faire confiance, c'est notre capacité à tenir nos engagements envers nous-mêmes. Notre capacité à se faire confiance, elle va s'appuyer sur le fait qu'on va faire ce qu'on a prévu de faire, qu'on va suivre les plans qu'on s'est fixés pour nous-mêmes. Quand on est capable de prendre soin de nous-mêmes en quelque sorte, quand on est capable de faire les choses avec responsabilité, les choses qui sont utiles pour nous, pour l'atteinte de nos objectifs, même quand on n'a pas envie de les faire dans l'instant. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre dire qu'on va faire quelque chose, espérer qu'on va s'y tenir, et s'y tenir effectivement. Si on se dit je vais faire quelque chose et j'espère que je vais m'y tenir, quand on fonctionne comme ça, ce mode de fonctionnement laisse beaucoup de place au doute de soi. On risque de se retrouver enfermé dans une spirale de procrastination, de doute, d'éparpillement et de débordement. Par exemple, si j'ai une tâche à accomplir, un truc sur ma to-do list, je dois envoyer un email important à quelqu'un, je dois passer un coup de téléphone important. Quand je parle de tâches importantes, c'est dans le sens où c'est une action que j'ai identifié comme pouvant me permettre d'atteindre un objectif, pro ou perso, qui compte pour moi. Donc si on planifie cette action en espérant qu'on va s'y tenir, ça c'est la porte ouverte à la procrastination. Parce que le moment venu, au moment d'effectuer la tâche en question, on va se trouver toutes les bonnes raisons du monde pour faire autre chose. Et c'est fou comme dans ces moments-là, le panier de linge sale, il nous paraît tout de suite beaucoup plus séduisant. C'est ce que j'appelle du procrasti-cleaning. Donc à la fin de la journée, on n'aura pas réalisé la tâche en question,
et on va se dire « Ah, encore une journée où j'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu de faire, je suis pas assez disciplinée, je suis pas assez organisée, je suis pas assez efficace », et tout ce genre de pensées-là, toutes ces pensées de jugement de nous-mêmes. On va reprogrammer la tâche au lendemain, sauf qu'on avait déjà prévu des trucs à faire pour la journée du lendemain. Résultat, on a trop de choses à faire sur notre to-do list, une charge mentale qui explose, des émotions de débordement, on sait plus où donner de la tête, on s'éparpille, on n'arrive pas à prendre de décision sur les tâches à faire. Bref, on est dans une situation où on va douter de nous. Est-ce que ça vous parle, ça, ce genre de situation? Moi, perso, ça a été mon mode de fonctionnement pendant longtemps, et plus particulièrement quand j'ai commencé de l'entrepreneuriat. Cette façon de fonctionner, elle va pas permettre de cultiver la confiance en soi, mais au contraire, elle laisse beaucoup de place au doute de soi. Parce que quand on fait ça, la conclusion que notre cerveau en tire, c'est « je ne peux pas compter sur moi, je ne tiens pas mes engagements envers moi-même ». Et quand on ne tient pas nos engagements envers nous-mêmes, on va ressentir souvent un sentiment d'insécurité vis-à-vis de soi-même. Et comme je vous en parlais dans l'épisode précédent, la sécurité intérieure, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir s'aventurer vers l'inconnu. Et donc, quand on est dans ce mode de fonctionnement, on va se sentir un peu victime de soi-même, au lieu d'être dans une situation où on est en responsabilité, on a le contrôle sur nos propres comportements, et du coup, c'est ça qui va nous permettre de gagner en confiance. Et donc, apprendre à se faire confiance, ça commence par de la cohérence entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait effectivement. Comme je vous le disais dans l'épisode 3, on ne naît pas avec la confiance en nous. Cette confiance en nous, on va la gagner, on va la construire en tenant parole, en faisant ce qu'on a dit qu'on ferait à tous les niveaux. C'est comme dans une relation amicale, par exemple, ou dans une relation amoureuse. On va construire notre confiance en l'autre quand l'autre tient ses engagements envers nous-mêmes, et quand nous, on tient nos engagements envers l'autre, quand l'autre fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Et à l'inverse, la confiance va s'abîmer si notre ami ou notre partenaire ne tient pas ses engagements envers nous. Hyper important de tenir ses engagements envers soi-même. Mais encore faut-il se donner les moyens d'y arriver et ne pas s'auto-saboter avec des engagements irréalisables. Donc pour savoir si un engagement est tenable, je vous invite à considérer ces 3 critères. Premier critère, il faut que l'engagement soit pertinent. C'est-à-dire, est-ce que cette action que je m'engage à faire est pertinente? Est-ce qu'elle sert mes intérêts, ceux de ma famille, ceux de mes proches? Est-ce qu'elle va me permettre d'atteindre mes objectifs? Par exemple, si mon objectif c'est de prendre soin de moi et prendre soin de ma santé, et que je m'engage à me lever plus tôt le matin pour faire un miracle morning par exemple, est-ce que c'est pertinent? Peut-être que oui, je suis du matin, j'aime me lever tôt, donc cet engagement est pertinent, à la fois vis-à-vis de mon objectif et de mon chronotype. Peut-être que non, si je suis pas du tout du matin, ou que j'ai un enfant en bas âge qui fait pas encore ses nuits, là je parle en connaissance de cause parce que j'ai tenté le miracle morning en plein postpartum, et en ce qui me concerne, c'était pas une super idée. Ou alors peut-être que mon lieu de vie ne me permet pas de me lever tôt sans réveiller toute la maison. Bref, cet engagement n'est peut-être pas pertinent pour ma vie en ce moment, même si sur le papier, il va dans le sens de mon objectif. Deuxième critère, est-ce que mon engagement est réaliste et réalisable? Réaliste, ça veut dire que c'est a priori faisable. Par exemple, me coucher tôt, sur le papier, oui, c'est faisable. Est-ce que c'est réalisable? Ça veut dire, est-ce que c'est faisable dans ma configuration? Par exemple, oui, en théorie, je peux me coucher à 22h le soir. Mais si au moment où je prends cet engagement, j'ai des événements prévus tous les soirs de la semaine, une réunion qui va finir tard, un apéro avec les copains, le spectacle de danse de la petite dernière, peu probable que j'arrive à tenir mon engagement avec une configuration comme celle-là. C'est réaliste, mais c'est pas réalisable. Troisième et dernier critère, est-ce que mon engagement est respectueux? Est-ce que cet engagement est respectueux de moi, de mes envies, de mes besoins? Est-ce qu'il est bienveillant? Ou au contraire, est-ce que je suis dure envers moi-même par rapport à cet engagement-là? Par exemple, si vous voulez, on va reprendre l'exemple de prendre soin de soi, si vous voulez prendre soin de votre corps et vous vous dites il faut que je me remette au sport. Peut-être que l'engagement d'aller courir tous les soirs de la semaine, d'aller courir 1 heure tous les soirs de la semaine pendant 1 mois, si vous n'avez pas enfilé vos baskets depuis 5 ans, c'est peut-être pas l'engagement le plus respectueux de vous-même. À vous de voir, posez-vous la question et faites ce bilan intérieur, est-ce que c'est respectueux? Une bonne façon de savoir si les critères sont remplis, c'est justement de se demander est-ce que je demanderais à ma meilleure amie ou à une personne que j'aime de prendre un engagement comme celui-là pour moi? Si oui, ça veut dire que les critères sont probablement remplis. Sinon, peut-être qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'impose à soi-même des choses qu'on n'imposerait pas à quelqu'un qu'on aime?
Donc, deuxième étape maintenant pour apprendre à se faire confiance. Cette deuxième étape, c'est d'apprendre à ressentir ses émotions. La confiance en soi va venir s'appuyer sur notre volonté de ressentir toutes les émotions. Parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est une émotion. Vous m'écoutez peut-être en fronçant les sourcils, mais si je vous assure que ce qu'on redoute le plus, ce sont nos émotions. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que pour la plupart d'entre nous, on va passer tellement de temps à douter de nous-mêmes, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir gérer les émotions inconfortables. C'est celles qui risquent de se présenter quand on va passer à l'action, quand on va affronter l'incertitude. La honte, la peur, le rejet, le jugement, l'anxiété, toutes ces émotions-là qui sont liées au passage à l'action. Et on a tellement peur de toutes ces émotions que c'est ça qui nous bloque dans le passage à l'action. Et une notion fondamentale du développement personnel, celle qui personnellement a vraiment changé ma vie et qui change la vie de mes clientes, c'est comprendre que toutes les émotions humaines sont légitimes. Elles ne peuvent pas nous nuire de façon permanente à partir du moment où on est capable de les laisser être là, de les laisser nous traverser. Quand on est capable de les ressentir à 100%, de les processer pour les laisser s'échapper d'une certaine façon. Il y a les émotions qu'on peut labelliser comme négatives, même si personnellement je préfère parler d'émotions inconfortables pour limiter la connotation néfaste du mot négative. Donc quand on comprend que les émotions inconfortables, celles qui sont liées au passage à l'action et à l'incertitude, ne sont pas forcément un problème, quand on est prêt à expérimenter toutes les émotions et qu'on sait que le pire qui puisse nous arriver, ce sera de toute façon une émotion, c'est là où on va commencer à laisser rentrer en nous la confiance en nous. Cette volonté, cette capacité de ressentir toutes les émotions, c'est notre filet de sécurité pour nous dire qu'en fait, je peux faire tout ce que je veux parce que je sais que je sais gérer les émotions, quoi qu'il arrive. Cette compétence à gérer nos émotions, quoi qu'il arrive, va venir renforcer notre sentiment de sécurité intérieure. Et comme on en a parlé dans l'épisode précédent, ce sentiment de sécurité intérieure, c'est un des fondements de la confiance en soi. Parce que quand on fuit nos émotions, quand on y résiste, quand on les évite, on n'est clairement pas dans un état qui va favoriser un sentiment de sécurité. Imaginez, si vous êtes en train de vous cacher, de fuir ou de vous battre, peu probable que vous vous sentiez en sécurité dans ces moments-là, n'est-ce pas? Avec nos émotions, c'est pareil. Cette compétence émotionnelle va nous ouvrir véritablement la porte de la confiance en nous. Ça va nous ouvrir la porte du passage à l'action, parce qu'on va être en mode, ok, je passe à l'action, et quoi qu'il arrive, quelles que soient mes émotions, je sais que je suis capable de les gérer. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, ok, très bien, mais comment je fais pour gérer mes émotions? Donc on reparlera de la gestion des émotions plus en détail, il y a plusieurs épisodes de podcast qui seront consacrés cet automne. Mais si déjà vous voulez un début de réponse, c'est qu'il suffit entre guillemets, parce que si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça va vraiment demander un apprentissage, il suffit donc de se connecter à son corps et de ressentir son émotion dans son corps. On va se dire à quoi elle ressemble cette émotion, où est-ce que je la ressens dans mon corps, quelle est son intensité, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable. Bref, on va écouter son corps avec curiosité et on va laisser l'émotion être là tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Et rien qu'en faisant ça, l'émotion va déjà perdre en intensité et elle va nous traverser beaucoup plus facilement plutôt que de rester bloquée en quelque sorte. Donc ça, c'était la deuxième étape, apprendre à gérer nos émotions. Troisième étape, apprendre à superviser ses pensées. Ça, c'est une troisième compétence importante pour apprendre à se faire confiance, cette capacité à superviser nos pensées. Notamment les pensées qu'on va avoir à propos de nous-mêmes. Parce que la relation qu'on a avec nous-mêmes, elle dépend en grande partie de l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Et cette opinion, c'est en fait tout ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est ça qui va générer de la confiance en soi ou du doute de soi. Nos émotions viennent de nos pensées. Donc la confiance en soi, c'est une émotion qu'on ressent à propos de nous. Et comme toutes nos émotions, elle vient de nos pensées. Donc les pensées qu'on a à propos de nous-mêmes vont déterminer si on se sent confiant, si on est convaincu de nos capacités, de nos compétences, si on a des pensées à propos de nous-mêmes qui sont de l'ordre je suis capable, j'ai des qualités, je suis digne, je suis compétente, j'ai des ressources, je suis forte. Et ce type de pensée, c'est pas de l'arrogance, parce qu'on n'est pas en train de dire je suis plus capable qu'un autre, c'est juste je suis capable. Point. Et ces pensées n'ont pas non plus besoin d'être prouvées, ni testées, ni certifiées par qui que ce soit. On n'a pas besoin que les autres témoignent de nos qualités. Peut-être que vous avez de la résistance à ça et que vous vous dites non mais attends, c'est n'importe quoi, il suffit pas que je me croie douée pour que ce soit vrai. Alors je vais vous proposer un petit exercice pour regarder la situation sous un autre angle. Si quelqu'un vous dit « tu es hyper doué pour ça », alors que ça peut être du pro, du perso,
la cuisine, la déco, la bureautique, peu importe. Bref, une personne vous fait un compliment. 2 options. Si vous ne croyez pas en votre compétence, vous allez vous dire « elle a complètement craqué, moi je suis pas plus douée que ça », ou alors « non mais n'importe quoi, elle a pas de goût, elle se rend pas compte ». Deuxième option, vous croyez en votre compétence, vous pensez que vous avez effectivement des qualités dans le domaine en question, et là vous allez vous dire « oui, elle a raison, je suis contente que cette personne voit ma qualité, voit ma compétence, et ça va venir renforcer votre croyance en vous ». L'idée, c'est qu'on interprète toujours les mots des autres, que ce soit positivement ou négativement, en fonction de nos pensées, de nos croyances à propos de nous-mêmes. Évidemment, il arrive parfois qu'on arrive à emprunter la pensée de quelqu'un à propos de nous et de se convaincre que cette personne a raison par rapport au compliment ou à la critique qu'elle nous a fait, mais à ce moment-là, ça devient notre propre pensée, on adopte sa pensée et ça devient une pensée qui dit « je suis capable, j'ai des qualités, j'ai des compétences ». Vous voyez l'idée ? Donc la confiance en soi repose principalement sur les pensées qu'on a à propos de nous-mêmes et des jugements qu'on a de nous-mêmes. Donc un point intéressant, si on veut travailler sur sa confiance en soi, sur sa relation à soi, c'est de se poser des questions du type « qu'est-ce que je pense de moi-même ? Qu'est-ce que je pense de ma vie en général ? Qu'est-ce que je pense de mes qualités et de mes défauts ?» Beaucoup de nos pensées à propos de nous sont inconscientes, elles peuvent venir de notre enfance. Par exemple, si dans l'enfance, on nous a beaucoup répété qu'on était trop timide, trop bavarde, pas assez sage, ou pas assez comme ceci, ou pas assez comme cela. Si on nous l'a répété, ou si on nous l'a fait comprendre, à un âge où on n'avait pas les capacités neurologiques pour filtrer les avis extérieurs, parce que notre cerveau n'était pas suffisamment mature pour faire le tri entre tout ce qu'on entendait à propos de nous-mêmes, alors c'est possible que ces croyances-là, on les ait intégrées et que ce soit devenu notre identité, notre réalité. Je suis timide, je suis bavarde, je suis pas sage, je suis méchante, je suis gentille, je suis obéissante, je suis agitée, je suis comme ceci, comme cela. Toutes ces croyances, elles méritent d'être explorées pour pouvoir améliorer notre relation avec nous-mêmes et donc au final notre confiance en nous. Je vous ai justement expliqué le processus d'exploration de nos croyances et de désencombrement de nos cerveaux dans le tout premier épisode du podcast que je vous invite à écouter. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. C'était donc la 3e étape de la confiance en soi, apprendre à superviser ses pensées. 4e compétence quand on veut apprendre à se faire confiance, c'est notre capacité à croire sans preuve. C'est-à-dire de croire que quelque chose est possible avant d'en avoir des preuves. Et c'est une compétence qui nous fait souvent défaut parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on nous a appris. On a plutôt tendance justement à nous apprendre le contraire, à croire en se basant sur la preuve et sur les faits concrets. Le système scolaire nous a appris à considérer que c'est la preuve qui fait la croyance et pas le contraire. Du coup, ça va devenir difficile pour nous d'envisager une possibilité si on n'a pas dans notre entourage proche d'exemples précis, d'exemples factuels, réels de ce qui est possible. Pour notre cerveau, concevoir quelque chose qui nous paraît impossible, ça va créer une sorte de bug. Ça va lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour y arriver. Et cette aptitude à croire sans preuve, à suspendre le jugement du « c'est pas possible », ça constitue vraiment une compétence essentielle si on veut apprendre à se faire confiance. Si on veut réussir à passer à l'action pour avancer vers la réalisation de nos rêves, de nos envies et de nos objectifs, c'est une compétence essentielle si on veut se confronter au monde et à son incertitude. Parce que comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la confiance en soi, c'est la confiance à s'aventurer dans le monde, à croire que notre champ des possibles est illimité. Cette aptitude à croire sans preuve, c'est une compétence qu'on va développer en coaching. En tout cas, moi, dans mon approche du coaching et dans la relation que je tisse avec mes clientes, je crois inconditionnellement que mes clientes sont capables d'atteindre leurs objectifs. Je crois à 100% qu'elles sont capables de passer à l'action et de concrétiser leurs rêves. J'ai confiance en elles. Et c'est justement un des intérêts de la relation de coaching, c'est que mes clientes vont pouvoir venir puiser dans mon réservoir de confiance quand la confiance en elles leur fera défaut. Quand elles n'auront pas les preuves que leur projet, leur envie ou leur rêve est possible, dans ces moments de doute, elles vont venir s'appuyer sur ma confiance en moi. Il arrive souvent que mes clientes viennent me voir parce qu'elles ont un projet, professionnel ou personnel, qui leur tient à cœur. Se reconvertir, lancer une entreprise, changer de vie, se lancer dans une activité artistique par exemple. Elles me disent « j'aimerais que mes proches me fassent confiance ». Comme si elles avaient besoin que leurs proches aient confiance en elles pour qu'elles puissent apprendre à se faire confiance. Parfois, on a la chance d'avoir le soutien de nos proches et c'est formidable.
Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, nos proches vont s'inquiéter pour nous, ils vont avoir peur pour nous, ils ont peut-être pas tout à fait confiance dans la réussite de notre projet, et leurs inquiétudes, leurs doutes sont souvent le reflet de leur propre confiance en eux, de leur propre champ des possibles, et de leur propre vision d'eux-mêmes et de la vie. Et nous, on voudrait pouvoir s'appuyer sur eux pour avoir confiance en nous. C'est un peu délicat dans cette situation. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais la confiance en soi se construit aussi dans la relation avec les autres, dans une sorte de transfert de confiance. Mais dans le cas que je viens de vous décrire, c'est plutôt à vous de transférer votre confiance en vous et en votre projet vers vos proches. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir venir puiser dans votre confiance pour pouvoir construire la leur, et pas dans le sens inverse. Donc si au départ, votre réservoir de confiance en vous et en votre projet ne déborde pas, vous pouvez vous entourer de personnes qui vont avoir confiance en vous inconditionnellement. Un coach, un mentor, un professeur, une communauté, des business friends, qui vous voulez, mais des personnes qui vont vous transférer la confiance qu'elles ont en vous. C'était donc la 4e étape, apprendre à se faire confiance en développant notre capacité à croire sans preuve. Ce qui revient d'une certaine façon à faire confiance en la vie, à développer notre confiance en la vie, qui est un des piliers de la confiance en soi, et on en a parlé dans l'épisode précédent. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Et enfin, 5e, dernière étape, apprendre à se faire confiance en étant dans sa propre équipe. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans ma propre équipe? Est-ce que je m'accorde mon propre soutien quoi qu'il arrive? Est-ce que je peux compter sur moi-même? Ce qui revient à se demander si je peux compter sur moi-même pour développer au final les 4 compétences dont on vient de parler. Est-ce que je peux compter sur moi-même pour tenir mes engagements? Est-ce que je peux compter sur moi-même pour expérimenter toutes les émotions de la palette des émotions? Est-ce que je peux compter sur moi-même pour superviser mes pensées à propos de moi-même, pour développer des croyances qui vont me permettre de faire grandir ma confiance en moi? Est-ce que je peux compter sur moi-même pour ouvrir mon champ des possibles, croire sans preuve et faire confiance en la vie? On a donc vu 5 étapes pour apprendre à se faire confiance. Premièrement, tenir ses engagements. Deuxièmement, accepter toutes les émotions qui puissent nous arriver. Troisièmement, superviser nos pensées, superviser les pensées qu'on a à propos de nous-mêmes. Quatrièmement, croire sans preuve. Et enfin, dernière étape, rester dans sa propre équipe, s'accorder son propre soutien. Et ces 5 étapes, c'est ce que je vous propose de mettre en place dans le Summer Bootcamp spécial confiance en soi. Ce Summer Bootcamp se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est d'écouter les épisodes du podcast sur la confiance en soi. Vous avez tous les épisodes en question sur la page du Summer Bootcamp et je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Deuxième étape, c'est vous procurer le workbook qui est un guide à la fois pour votre introspection sur votre relation avec vous-même. À l'intérieur de ce workbook, il y a des fiches pratiques pour vous aider à explorer votre relation avec vous-même, identifier les pensées que vous avez à propos de vous actuellement et de tout ce dont vous avez besoin de croire pour générer plus de confiance en vous. On y parle aussi de gestion des émotions. Et ce workbook, c'est aussi une feuille de route pour vous aider tout au long du défi, parce que dans ce workbook, je vous propose, c'est la 3e étape du Summer Bootcamp, un challenge pendant 21 jours, passez à l'action. Tous les jours, choisissez un défi qui va vous faire sortir de votre zone de confort. L'idée, c'est de mettre un pied en dehors de sa zone de confort et d'aller un peu plus loin chaque jour en dehors de cette zone de confort. Et en faisant ça, on va passer par les 5 étapes dont on vient de parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Déjà, l'idée, c'est de s'engager à réaliser le défi, première étape. Deuxième étape, c'est de se dire que, quelles que soient les émotions auxquelles je vais faire face pendant la réalisation du défi, je sais, j'ai la volonté de les ressentir et je sais que c'est pas un problème. Troisième étape, je vais superviser mes pensées pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir gérer mes émotions. Quatrième étape, si ce défi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je vais croire sans preuve que je suis capable de faire, même si j'ai jamais fait. Et 5e étape, pendant toute la durée du challenge, pendant toute la durée du défi, je vais rester dans ma propre équipe et je vais m'apporter mon propre soutien. Donc tout ça, tout est inclus dans le workbook. Workbook, il est disponible en 2 formats, PDF ou Notion. Donc si vous achetez ce workbook, vous aurez accès aux 2. Vous pouvez télécharger les 2, utiliser les 2. Et vous allez voir, les 2 sont interactifs, ludiques. L'idée, c'est que ce soit facile à utiliser, que vous puissiez, par exemple, si vous choisissez le format Notion, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone portable. Donc vous avez tout avec vous à portée de main dans votre poche. Donc si vous partez en vacances, c'est idéal pour prendre des notes facilement, rapidement, dès que vous avez un moment pour le faire. Et pendant tout ce challenge, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie,
Actuellement, le challenge Passage à l'action pendant 21 jours est animé sur Instagram. C'est-à-dire que tous les jours, je vous propose un défi sur Instagram et vous pouvez venir participer en live avec moi au challenge. Mais si vous écoutez cet épisode après sa sortie, vous pouvez quand même télécharger le workbook parce qu'il est conçu pour être utilisé indépendamment du reste du bootcamp et vous pouvez faire ce travail sur votre confiance en vous en autonomie. Et vous profiterez de mon soutien via une newsletter privée qui sera dédiée au challenge si vous achetez le workbook. Toutes les infos plus en détail, c'est sur le site internet wonderfulmaman.com/summer-boot-camp. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vais vous partager des pensées puissantes pour booster votre confiance. Dans le workbook du Summer Bootcamp, vous avez justement une liste de 36 pensées puissantes pour booster votre confiance en vous. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast et le Summer Bootcamp autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé et notamment sur le Summer Bootcamp. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Bisous.